y a 4 ans, si on m'avait dit, alors que je chantais dans des bars, j'étais payée une misère, qu'on m'avait dit, Jade, un jour tu seras la meneuse de Revue du Paradis Latin et tu travailleras avec Kamel Wally. Waouh, j'y aurais même pas cru, je pense. J'ai énormément bossé, énormément. Oui. Parce D'ailleurs, que j'ai pas de formation. Enfin, j'ai pas fait d'école pour ça. Je me suis formée sur le tas. Alors, après, il faut savoir que je prends des cours de chant depuis que j'ai 10 ans, que je fais du piano depuis que j'ai 8 ans et la danse depuis que j'ai 6 ans. Mais je pense que finalement, dans ma vie, je n'ai jamais coché aucune case, que ce soit à l'école, dans mon métier d'artiste, de mannequin, chanteuse. Et je me suis dit, ok, si je décroche cette audition, je quitte tout et je me mets à plein temps dans la musique. Parce que c'est vrai qu'en tant que femme, dans notre société, on a beaucoup d'injonctions. ouais. On ne s'autorise pas certaines choses parce que c'est mal vu, parce que on va nous juger, parce que ceci, parce que cela. Et je pense que la scène, c'est une manière pour moi sur scène de m'affranchir de tout ça. Ouais, je pense. Une marque de bijoux qui me contacte. Nous sommes intéressés, nous voulons que vous deveniez notre égérie et nous aimerions que vous portiez nos bijoux pour Cannes. Comme quoi. Waouh! Le lendemain, j'avais des parutions dans Vanity Fair, dans Elle Italie, dans Vogue. Enfin, ça va super vite après. Petite, je pensais que je ne trouverais jamais ma place nulle part. Et finalement, quand tu trouves quelque chose qui est fait pour toi et que tu t'affranchis des codes et des cases dans lesquelles on veut te mettre, finalement, tu finis par trouver ta place, tôt ou tard. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Reborn Podcast et aujourd'hui je suis très heureuse d'avoir une femme incroyable qui est tout autre que mon amie, qui s'appelle Jade. Comment tu vas Jade? Ça va très bien et toi? Oui, ça va super bien. Je suis tellement heureuse de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi, franchement ça me fait super plaisir et puis depuis le temps qu'on se connaît, c'est un plaisir. Ouais, bah oui, ça fait déjà quelques années, hein. J'y pensais, Oui. depuis S-Mode. Eh oui, S-Mode. Ça passe tellement vite. C'est clair. Et je voulais te le dire aussi, mais franchement, je suis vraiment impressionnée par la personne que tu es devenue, quoi. C'est impressionnant, parce que moi, je t'ai vraiment suivie, en fait, depuis ton tout début, vraiment les débuts. Et quand je vois la femme que tu es aujourd'hui et tous les accomplissements que tu fais, enfin... Mais waouh, quoi, genre, je suis impressionnée. Je préparais l'interview, là, la semaine dernière, et je me suis dit, mais en fait, comment on va pouvoir tenir 1 heure de podcast avec tout ce que tu vas dire, avec toutes les questions, moi, que j'ai, donc... Franchement, t'es vraiment à l'image du podcast, en fait. Donc, j'avais tellement hâte de t'interviewer. Ça me touche énormément. Merci. Je te retourne le compliment. Merci. Et tu vas bien, du coup? Je vais bien. Ouais. J'ai plein de projets en tête. Ça va un peu dans tous les sens, comme je suis artiste. Ouais. Donc forcément, j'ai plein d'inspiration. Mais ouais, c'est une belle année. Et puis l'année prochaine, il va se passer encore plein de choses. Donc, ouais, ça va être le rush. Ah oui. Et toi, du coup, Jade, donc t'es meneuse de revue au Paradis Latin, t'es chanteuse, t'es mannequin, artiste aussi et actrice. Tout un panel incroyable, multicasquette. Et du coup, toi, tu viens d'où? Alors moi, je suis née à Aix-en-Provence. Ouais. J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Belcoden, à côté Ok. d'Aix. Et je suis originaire de la Martinique. Et j'ai grandi dans le sud. J'ai passé 1 an en Martinique. J'avais 1 an. De mes 1 an à mes 2 ans. Donc, j'ai pas trop de souvenirs. Mais je suis très attachée à mes racines. Ouais. Moi, je viens de Guadeloupe, du coup. Et ouais, ça fait super longtemps que j'y suis pas allée. Donc, je comprends que ça doit te faire du bien aussi de revenir de temps en temps. Oui, franchement, Ouais. c'est hyper important pour moi. Et puis, ça me nourrit, ça m'inspire. C'est vraiment à chaque fois un retour aux sources pour moi. Ouais. Donc, J'imagine bien. Et tes parents, eux, qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs? Ils travaillent dans quoi? Ils ont grandi où? Alors, mon père, il est normand. Il a Ouais. grandi à Montville. Et ma maman, elle, en fait, mon grand-père était militaire, donc elle a grandi Ok. un peu partout, mais elle a passé son adolescence dans le sud, à Marseille. Et mes parents se sont rencontrés dans le sud. Donc, ma mère est coach de vie et accompagnatrice à l'emploi. Donc, Ok. elle aide les personnes qui ont perdu leur emploi à retrouver un emploi. Elle les accompagne dans leurs projets professionnels et aussi dans leurs projets perso. Et mon père, lui, il a eu 1000 vies, il a fait plein de métiers différents. Et là, aujourd'hui, il s'occupe de sa société immobilière et il a racheté des appartements. Il est à la retraite. Et donc, il s'occupe de ça et il fait plein d'autres choses. Il a un potager,
c'est un érudit, donc il lit énormément. Voilà, il s'intéresse à plein de choses. C'est impressionnant, t'as des beaux modèles de parents. Oui, franchement, oui. Je pense qu'ils ont dû t'inspirer. Énormément, et je pense qu'ils m'ont transmis cet état d'esprit d'entrepreneur, parce que ce sont 2 entrepreneurs dans l'âme. Et mes parents, j'ai toujours eu la sensation que pour eux, rien n'était impossible. Que tout ce qu'ils ont voulu faire dans leur vie, ils ont toujours fait ce qu'ils avaient envie de faire. Ils ne se sont pas mis de limites. Et ils sont allés au bout à chaque fois des choses. Et ils m'ont transmis ça, Ouais, franchement, c'est impressionnant. Hein. Je pense qu'ils ont dû vraiment t'inspirer, toi, pour ton parcours et à atteindre tes objectifs. Donc, c'est beau. Puis avec une maman coach, j'ai un peu baigné dans le développement personnel en fait depuis l'enfance, sans le savoir au départ. Puis ça a eu un gros impact à l'adolescence et ça a changé ma vie évidemment. Et puis aujourd'hui, ça m'aide dans tout ce que je fais en fait. Ouais, vraiment. J'imagine. Ça m'accompagne dans tout. Oui. Et toi, du coup, petite, alors je sais que toi, t'as pas une scolarité facile, dans le sens où t'étais super timide et t'étais peu sûre de toi. Vraiment, quand je vois ton enfance, j'ai l'impression de me retrouver moi, en fait, parce que j'étais vraiment, mais pareil. Et je sais que tu as vécu du harcèlement scolaire aussi. Et toi, à ce moment-là, tu le vivais comment, plus petite ? Est-ce que tu étais en colère par ce qui se passait, ou est-ce que tu t'es dit c'est la vie qui me met à l'épreuve ? Qu'est-ce que tu te disais ? Alors, quand on est enfant, c'est vrai qu'on n'a pas la même perception des choses. Et moi, je suis hypersensible. Donc, je recevais tout de façon très intense, sans vraiment prendre conscience de ce qui se passait réellement. Donc, bien sûr, quand tu es enfant, tu n'as pas la prise de recul qu'un adulte peut avoir. Et du coup, tu prends tout en pleine face. Je l'ai vraiment vécu comme une injustice à l'époque. Et je me sentais différente. Et du coup, je me sentais rejetée par les autres à cause de cette différence. Et j'en ai fait une force, évidemment, par la suite. Mais ça a été très difficile, surtout à l'école, parce que j'ai un profil scolaire très atypique. Je suis dyspraxique et dyscalculique. Alors, ça paraît un peu compliqué comme ça, si je peux l'expliquer avec mes mots plus facilement. Donc, la dyspraxie, c'est un trouble de la coordination que j'ai apprivoisé avec le temps, en jouant du piano, en faisant de la danse, avec tout ce que j'ai appris au fil du temps. Et donc la dyscalculie, grosso modo, c'est un peu comme la dyslexie, mais en mathématiques. Donc j'avais du mal à calculer dans ma tête. Donc vraiment des difficultés qui ont jalonné mon parcours scolaire et qui m'ont fait me sentir inférieure aux autres et moins intelligente, toujours moins, pas assez en fait. Et finalement, là, je me suis rendu compte que j'étais juste différente. J'avais une façon d'apprendre qui était atypique, mais ça ne me rendait pas moins intelligente. Voilà. Et puis, au fil des rencontres, au fur et à mesure, je me suis reconstruite. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi. Je pense aussi, alors je sais pas si toi c'était lié, mais le métissage aussi, à l'enfance, c'est compliqué. Hein. Moi, je l'ai très très mal vécu. Je sais pas pour toi, mais... Ouais, je l'ai vraiment mal vécu aussi. J'ai grandi dans un petit village. Donc, on était en minorité. Je pense qu'avec ma sœur, à l'époque, on devait être les seuls enfants métis de l'école. Donc, forcément compliqué. Les mentalités étaient assez, à l'époque, pas très ouvertes, faut le dire. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais complexée par mes cheveux. Mais il y avait quand même en moi, la petite fille que j'étais était quand même déjà proche de ses racines. Et j'étais en pleine construction, bien sûr, de mon identité. Et justement, ça m'a manqué. C'est-à-dire que j'avais besoin de me rapprocher de personnes qui me ressemblaient ou d'être proche de mes racines, de mes origines. Et je pense que j'ai gardé ça aujourd'hui. Et ça m'a pris des années. Je pense que quand je suis arrivée au collège, c'est là que j'ai commencé à m'affirmer, à lâcher mes cheveux, à vraiment dire allez, je suis fière de mes origines et je suis fière de qui je suis. Et j'ai voulu me démarquer, notamment avec la mode, avec mon style vestimentaire. Mais je te comprends totalement. Enfin, toi, en tout cas, c'est arrivé assez rapidement. Tu t'es affirmée assez rapidement. Moi, ça m'a pris du temps quand même. Hein. Je pense que c'était à partir de mes études supérieures où j'ai commencé S-Mode à vraiment m'affirmer, mais ça a été compliqué. Donc, c'est inspirant en tout cas pour peut-être les jeunes filles qui nous regardent et qui ont des cheveux aussi frisés et qui n'arrivent pas à affirmer leur métissage parce que c'est pas évident.
Ouais, c'est Mais, clair. C'est pas évident, mais je pense qu'en fait, il faut s'en foutre Ouais, de la vie des clairement. gens. Alors, je dis ça, hein, j'ai beaucoup évolué, bien sûr. J'étais une petite fille extrêmement timide, comme tu le disais. Ouais. J'avais aucune confiance en moi. Mais j'étais sûre d'une chose, c'est que je voulais être artiste. Et j'ai toujours su ce que je voulais dans la vie. Et je savais aussi une chose, c'est que ma différence serait une force, finalement. Ouais. Je suis totalement d'accord Ouais. avec toi. Et oui, je pense que vraiment tu l'as utilisé comme tremplin en fait pour atteindre tes objectifs. Enfin, je pense que tu t'es dit ça va me servir de moteur pour aller réaliser ce que je veux. Totalement. Donc ouais, Totalement. Mais je pense que finalement, dans ma vie, je n'ai jamais coché aucune case, que ce soit à Ouais. l'école, dans mon métier d'artiste, de mannequin, chanteuse, et même à l'école, à l'époque, quand j'étais à S-Mode, en tant que styliste, je sortais toujours des sentiers battus. J'étais jamais là où on m'attendait. Jamais. C'est tellement vrai en plus. Jamais. Et finalement, bon, ça m'a quand même servi. Encore aujourd'hui, je fitte pas les cases, mais c'est pas grave, parce que je l'ai accepté et que j'en ai fait une force, finalement. Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Je pense que ouais, on est pareil, toi et moi. Moi aussi, j'aime sortir des cases, être là où on m'attend pas en fait. Ouais, totalement. Ouais. Et ça, j'en joue énormément d'ailleurs. Je pense que toi aussi. Ouais. Donc par la suite, du coup, tu as fait S-Mode, c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Et S-Mode, par rapport à comment ça t'a servi aujourd'hui? Alors, S-Mode, ça a été très difficile, parce que c'est une école qui est très exigeante. Ouais. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est évidemment les écoles d'art, le niveau est très élevé, donc on n'a pas le droit à l'erreur. C'est très onéreux aussi, hein. Des études dans la mode, ça coûte cher. Donc franchement, ça a été beaucoup de sacrifices. Mais je pense qu'une fois que tu passes par là, c'est comme quand tu fais médecine, tu peux tout accomplir après. Parce que ça te donne une espèce de rigueur de travail, C'est tellement une vrai. résilience qui fait qu'après, tout te paraît finalement assez facile. Enfin, Ouais. une fois que tu es passé par là, de toute façon, toutes les personnes qui font des études ou qui ont fait des études supérieures, je pense que c'est l'école de la vie, finalement. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi, ouais. Et ouais, en fait, je pense que ça te crée vraiment un mental d'acier aussi. Totalement. Enfin, moi, je le vois, hein, mon mental est totalement différent. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me fait peur. Ah ouais, c'est Plus rien me fait mal. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Genre, tu peux me faire ce que tu veux, vraiment, il n'y a aucun problème. Donc, ouais, je pense finalement, sur le moment, j'en ai souffert. Puis après, quand j'ai commencé sur le marché du travail, la mode, c'est un milieu, on va pas se mentir, hein, c'est difficile. Comme le milieu artistique, le monde de la musique, le monde du spectacle vivant aussi. Mais finalement, quand je suis arrivée sur le terrain et que j'ai commencé à travailler pour un patron, que j'étais chez Balmain en stage et que je dessinais des broderies, ou que je devais faire des retouches pour les costumes de Beyoncé, des trucs, vraiment des responsabilités quand même assez hautes. Mais en fait, j'étais vraiment... Je peux pas dire que j'étais détendue, mais après ce que j'avais traversé à l'école, en fait, quand je suis arrivée sur le terrain, j'étais préparée. Ouais, c'est Vraiment, j'étais préparée. Donc finalement... Comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et par la suite, après S-Mode, et par rapport à tous les stages que tu as fait, etc., je sais du coup que... Alors, je sais pas si tu as arrêté le stylisme ou pas, ou si c'est toujours en cours, mais tu as vraiment voulu te concentrer sur le chant. Et comment tu as voulu, toi, te lancer dans le chant? Comment ça t'est venu, cette idée, enfin, cette envie, on va dire? Alors j'avais, comment dire, depuis toute jeune déjà, je m'étais toujours dit, une fois que j'aurai fait mes études, je me lancerai dans la chanson. Et j'avais un peu mon plan dans ma tête depuis mes 14 ans. J'avais dit à mes parents, moi je veux faire des études dans la mode, je vais être styliste. Puis ensuite, j'aimerais être chanteuse et puis je veux aussi être mannequin. Alors bon, les gens parfois me regardaient en mode, mais va falloir choisir, ma petite. Je peux pas tout faire. Et ben si, on peut tout faire. Si. On peut tout faire, mais bien sûr, étape par étape. Et bien sûr qu'il a fallu faire un choix au bout d'un moment. Mais je ne regrette rien parce que j'ai pu accomplir ce que je voulais accomplir. Et le fait d'être allée au bout de ces études, d'avoir pu quand même travailler dans ce milieu qui me passionne, ça m'a nourrie. Et aujourd'hui, je me sers de ça dans mon art. C'est moi qui fais toute ma DA, c'est moi qui fais aussi mon stylisme. Je travaille avec d'autres stylistes aussi, mais Génial. ça m'aide aujourd'hui dans tout ce que je fais. Comment toi, tu t'es fait repérer pour devenir meneuse de revue au Paradis Latin? Ça s'est passé comment? Alors,
Mon parcours, il est assez atypique pour revenir à ce qu'on disait avant. Ouais. En fait, moi, avant d'être chanteuse et de me mettre à plein temps dans la musique, je travaillais dans un atelier de broderie où je designais des broderies pour des marques de haute couture. Donc, j'ai dessiné pas mal de broderies pour Louboutin, pour Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Dior aussi. Et puis, un jour, j'ai eu une opportunité de faire une comédie musicale. Donc, passer les auditions avec ma coach vocale de l'époque, Léa Ivan. C'est une personne qui a changé ma vie. Et donc, à l'époque, je voulais me lancer, mais je ne savais pas trop par où commencer. Puis, j'ai eu cette opportunité et je me suis dit, OK, si je décroche cette audition, je quitte tout et je me mets à plein temps dans la musique. Bon, ça paraissait fou, encore une fois. Mais bon, je me suis dit, franchement, j'ai rien à perdre. Allez, j'y vais. Donc, je passe cette audition. Et puis, je sais pas moi, 2 semaines après, 3 semaines après, j'ai la réponse. Et là, je dois annoncer à mon patron que je pars. Ah. Alors qu'il était sur le point de me faire une offre d'emploi. Que j'étais quand même bien installée dans l'entreprise, que ça se passait bien. Donc, je prends mon courage à 2 mains et puis je dis, écoutez, j'ai une opportunité de réaliser mon rêve, de faire de ma passion mon métier. Et voilà, je vous laisse, quoi. Waouh, c'était pas facile. Je pense qu'il a eu un travers de la gorge, mais il a compris. Et après, donc, je suis partie. J'avais 0 plan de carrière. Après, il y a eu le Covid. Donc, c'était pas évident. J'ai fait donc ce projet. C'était une comédie musicale sur l'histoire de l'Arche de Noé. Oui, j'étais présente d'ailleurs, j'ai été te voir. Oui, et oui, c'était vraiment le début. C'était vraiment mon premier gros contrat parce que avant ça, j'ai fait aussi des mariages, des événements privés, ce genre de choses. Et puis là, ça m'a vraiment permis de mettre un pied dans le spectacle vivant. Donc c'était génial parce que c'était très complet. Il y avait la danse, la comédie, le chant. Donc j'ai décroché l'un des premiers rôles. Et après ça, j'ai eu une proposition pour être meneuse de revue au Paradis Latin. Bon, après là, je fais des skips parce que si je devais tout raconter, ce serait trop long. Mais en fait, j'ai été repérée en Martinique. Je faisais ma promo là-bas. Incroyable, la Martinique m'a porté chance, une fois de plus. Je faisais ma promo, je venais de sortir un single. Et donc, on m'invite pour faire un concert là-bas. Donc, j'invite des chanteurs, des amis chanteurs, dont Cyril Silénu. Et Cyril, qui est un chanteur exceptionnel, qui est martiniquais, invite son meilleur ami, Cassie Covin, qui est le directeur artistique du Paradis Latin. Ah oui. Donc, Cassie vient voir le concert et à la fin du concert, me propose de passer les auditions pour être meneuse de revue au Paradis Latin. C'était pas ton rêve d'ailleurs ? C'était si. 1 an avant, j'avais posé ma candidature. Je n'avais jamais eu de réponse. Et j'étais déçue, mais en même temps, j'étais pas prête. Je pense qu'il y a un timing pour tout dans la vie. Je suis d'accord avec toi. Et comme le dit souvent ma grand-mère, ce qui est pour toi, la rivière ne l'emportera pas. Donc je pense que c'était ça te reviendra toujours. Totalement. Et c'est incroyable cette histoire parce que c'est arrivé de façon tellement évidente. J'étais prête. Le rôle était pour moi. 1 mois après, je passe les auditions, je rencontre Kamel Wally, je rencontre Walter Butler, qui est le producteur du spectacle. Ça match tout de suite. Coup de cœur. Et ils me prennent tout de suite, quoi. Enfin, je passe mon audition. Allez, 5 minutes après, j'allais partir. On me dit non, attendez. On vous prend. J'ai mis 4 jours avant de réaliser que c'était... Voilà, qu'on m'avait vraiment pris, que j'étais vraiment meneuse de revue, que voilà. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi. J'adore ce que je fais. C'est hyper épanouissant, hyper formateur. Oui, parce que le Paradis Latin, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Hein. Même moi, petite, je voyais ça et j'étais là, mais waouh, toutes ces danseuses, tous ces chanteurs, c'est impressionnant. Et me dire que toi, maintenant, t'es là à leur place, genre... Non, c'est dingue, franchement, c'est dingue. Moi-même, je me dis, c'est fou parce qu'il y a 4 ans, si on m'avait dit, alors que je chantais dans des bars, j'étais payée une misère, qu'on m'avait dit, Jade, un jour, tu seras la meneuse de revue du Paradis Latin et tu travailleras avec Kamel Wally. Waouh, j'y aurais même pas cru, je pense. En 4 ans. Donc, tout est possible.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu peux être fière de toi, hein, vraiment. Merci. J'ai énormément bossé, énormément. Oui. Parce D'ailleurs, que bah, j'ai pas de formation. Enfin, j'ai pas fait d'école pour ça. Je me suis formée sur le tas. Alors, après, il faut savoir que je prends des cours de chant depuis que j'ai 10 ans, Ok. que je fais du piano depuis que j'ai 8 ans et la danse depuis que j'ai 6 ans. Mais tout de même, il a fallu que je me forme, hein, parce que meneuse de revue, c'est un métier à part entière. Donc, ouais. Ouais. Oui, bah, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé les répétitions au début? Parce que c'est quelque chose de tout nouveau pour toi, je pense. Et ça a été dur ou tu t'y es faite rapidement? Comment ça s'est Alors, fait? j'avais déjà une première expérience avec la comédie musicale, ce qui m'a permis d'acquérir quelques bases. Mais ce qui a été difficile pour moi quand j'ai démarré en tant que meneuse de revue, c'est que, en fait, déjà, le milieu du cabaret, c'est très codifié. Et il fallait que j'apprivoise ma féminité, ma sensualité et que je l'assume pleinement. C'est-à-dire que j'incarne le rôle, que je fasse corps à corps avec ce rôle-là Bah ouais. et que je devienne vraiment une diva, en fait, sur scène. Ouais. Et je pense que ça a été un Ah, travail à la fois psychologique, à la fois... c'est pas évident, hein. ah ouais, Parce vraiment. que pour moi, en fait, c'est tu te mets à nu devant tout le monde sur scène, Totalement. quoi. C'est... Totalement. Ouais. En fait, il faut vraiment embrasser ta sensualité et ta féminité. Et je pense que ça a été une vraie thérapie pour moi, parce que ça m'a vraiment permis d'embrasser cette part en moi et de me libérer aussi par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'en tant que femme, dans notre société, on a beaucoup d'injonctions. Ouais. On ne s'autorise pas certaines choses parce Mhm. que c'est mal vu, parce que on va nous juger, parce que ceci, parce que cela. Et je pense que la scène, c'est une manière pour moi, sur scène, de m'affranchir de tout ça. Ouais, je pense. C'est incroyable, en fait, à quel point, sur scène, tu es libre et tu peux être qui tu veux, finalement. Ouais. Je pense pour toi, c'est un moyen aussi de dire bah fuck, quoi. Désolée Totalement. du terme, Non, mais mais c'est c'est clair. vraiment ça. Moi, j'adore parce que quand j'arrive sur scène, je me dis, OK, Jade, tu la ranges dans un placard. Là, c'est ton alter ego. Et cet alter ego, en fait, ben, elle peut tout faire. Tout est possible pour elle. T'as envie d'être Beyoncé, t'es Beyoncé. T'as envie d'être Shakira, t'es Shakira. T'as envie d'être la part la plus folle qu'il y a en toi. Bah, tu peux comment dire, la libérer, quoi. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Et franchement, c'est vraiment, ça montre que tout est possible, hein. Tu peux être qui tu Totalement. veux. Mais totalement. Puis c'est vrai que j'étais très timide, je le redis, hein, mais pour moi, il y a 10 ans, si on m'avait dit tu vas danser sur scène en string à paillettes et tu porteras des costumes magnifiques et tu seras hyper sensuelle, hyper sexy et avec des plumes, enfin, c'est magnifique, quoi. Ouais, Je l'aurais pas cru. ouais, c'est incroyable. Franchement, Ouais. c'est le rêve, je pense, de la plupart des petites filles aussi, Ah de monter sur scène et de se montrer comme ça. Donc ouais, je suis très fière de toi par rapport à ça, en tout ouais. cas. Merci. Et je voulais te demander aussi, toi, vraiment, de base, bah, t'étais une fille très timide, peu sûre de toi, et par la suite, bah, ça arrivait très vite. Enfin, t'as fait plein de plateaux télé, vraiment, je te vois partout. Tu fais bah, des plateaux télé, des interviews, tu montes sur scène, tu te montres. Comment, toi, t'as fait pour, justement, vaincre ta peur de monter sur scène et de te montrer sur scène? Alors, ce qui est assez paradoxal chez moi, c'est que ma plus grande peur, c'était la prise de parole en public, le jugement, le regard des autres. C'est vraiment un truc qui me faisait très très peur. Et j'ai le vertige. Et ben ces trois peurs-là, je les ai affrontées grâce à la scène. Et aujourd'hui, malgré mon vertige, je fais des choses que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai pris des cours de prise de parole en public et j'ai pris des cours de théâtre pour vraiment apprivoiser ma peur de m'exprimer en public et aussi du jugement, du regard des autres. Ouais. Et je pense qu'en fait, finalement, quand t'as pas le choix, tu lâches les chevaux. Au bout d'un moment, t'es obligé de lâcher prise. T'as Ouais, pas le c'est choix, vrai. t'y es, Bah faut y oui. aller. Allez, t'y vas. Ouais. Alors, bien sûr qu'au début, je gérais mal mon trac, que ça se voyait pas, mais à l'intérieur, j'étais en panique totale quand je montais sur scène. Je faisais des crises d'angoisse ou alors j'oubliais mes paroles. Bon, Ah oui, après, oui. j'arrivais à... Alors, ça durait un laps de temps très court, hein. Donc, le public le remarquait pas, mais moi, j'avais vraiment des moments de panique totale. Et en fait, un jour, tu réalises que finalement, le plus important, c'est quoi?
c'est de kiffer ton moment et c'est de partager un moment avec les gens. Et les gens, ils sont pas là pour juger, ils sont là pour apprécier ton art, en fait. Donc finalement, quand tu prends conscience de ça, tu lâches prise et tu passes un bon moment, finalement. Ouais. Ok, d'accord. Donc pour toi, en fait, moi, selon moi, de toute façon, le seul moyen de vaincre une peur, c'est de l'affronter. Oui. Donc... Et la répétition aussi, à force de faire, finalement, mes premières interviews, c'était catastrophique. Ma première radio, mon Dieu, ma première radio. C'était quoi ta première radio ? C'était pour une radio africaine. Attends, c'était quoi ? Je sais plus. Il y avait Afrique dans le nom. Ça me dit rien. Je sais plus. En tout cas, j'arrive sur le plateau. Il me monte un stress d'un seul coup. Ah ouais ? J'avais des sueurs froides. Enfin, c'était horrible. J'arrive, le journaliste commence à m'interviewer, puis d'un seul coup, blackout total. J'ai un trou de mémoire. Enfin, j'oublie ce que je veux dire, et puis je commence à paniquer. Et donc, il n'y a plus aucun son qui sort de ma bouche. Ils ont dû mettre en pause l'interview. Ah mais non, c'est pas vrai. Crise de panique. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais pour moi, c'était genre peut-être 10 minutes, mais alors 10 minutes, mais tellement longues. Ah, je pense que ça a dû... Ah, je te comprends tellement. Et puis après ça, je me suis dit, ok, plus jamais. Donc, j'ai commencé à travailler, à lire des bouquins, à prendre des cours, et puis à demander conseil autour de moi aussi. Et puis, au bout de 2, 3, 4, 10 interviews, ça allait mieux. Et puis, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est soit naturel, soit toi. Ne réfléchis pas. Vrai. Voilà, juste... Parce que moi, j'avais tendance à me regarder, à m'observer. Ah, c'est vrai ? Oui, je me regardais, je m'écoutais parler. Ah, en fait, ça, c'est le pire. C'est horrible, puisque tu n'es pas dans l'instant présent, tu n'es pas naturel. Ouais. Et tu te sens jugé, en plus, c'est horrible. Mais ça, c'est un gros travail à faire sur soi. Hein. Ouais, totalement. Parce que j'avais la même peur au début, avant de faire mes premières interviews, mes premiers podcasts, c'était pareil. Je m'analysais tout le temps, tout ce que je disais. En fait, du coup, tu n'es pas dans le moment et tu n'es pas concentré sur ce que tu veux dire et sur ce que tu veux apporter, quoi. C'est terrible, c'est un espèce de... Comment dire, de fight intérieur, tu te bats avec toi-même et tu es continuellement en train de te battre et finalement tu profites pas du moment et c'est pas un réel échange finalement. Ouais. Donc, ça a été un vrai taf. Je te comprends parce que j'étais pareil, c'est un gros travail à faire sur soi, hein. Mais ça en vaut tellement la peine à la fin. Mais totalement. Puis quand tu te libères de tout ça, c'est tellement agréable parce qu'il y a un vrai moment de partage en fait avec ton intervieweur, ton interlocuteur. C'est vrai. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. Et par la suite, d'ailleurs, je voulais t'en parler aussi, mais tu as fait le festival de Cannes aussi. C'est incroyable, c'est une belle expérience. Ah ouais, franchement, c'était mon premier festival de Cannes, c'était l'année dernière. C'était merveilleux. En fait, j'avais toujours rêvé de le faire et je m'étais dit, cette année, je vais le faire. Je ne savais pas comment. C'est comme quand j'ai démarré ma carrière de chanteuse. Je ne savais pas par où j'allais commencer, mais je savais ce que je voulais. Puis, je m'étais renseignée. Je sais pas moi, peut-être 2 mois avant de partir. J'avais toujours pas eu mes entrées pour le festival et j'avais un peu laissé tomber. Je m'étais dit, bon, ok, je lâche prise. Si ça doit arriver, ça se fera. J'avais pas trouvé d'opportunité non plus avec mon agence de mannequins parce qu'en fait, en général, c'est les marques qui recrutent les mannequins pour faire le tapis rouge et donc être égérie d'une marque, etc. Donc moi, je m'y étais prise un peu tard. J'avais pas trouvé de contrat, tout ça, avec des marques. Puis bon, un jour, je lâche prise, je me dis, bon, c'est bon, j'abandonne, c'est pas grave, ça viendra quand ça viendra. Puis on m'appelle, mais genre 2 semaines avant, un truc de ouf, on m'appelle, une marque de bijoux qui me contacte. Nous sommes intéressés, nous voulons que vous deveniez notre égérie et nous aimerions que vous portiez nos bijoux pour Cannes. Comme quoi. Waouh, je ne l'attendais plus. Et je pense que j'ai vraiment manifesté ça parce que je le voulais tellement fort que ça a fini par arriver. Et ça arrive toujours au moment où on lâche prise en plus. Totalement. C'est fou. Et tout s'est mis en place, mais de façon tellement naturelle. C'est-à-dire qu'on avait donc un partenaire qui nous a invités avec mon ex-compagnon à l'époque. Du coup, au final, on a pu y aller assez facilement. On était au Martinez, c'est juste l'hôtel mythique de Cannes. Oui. Donc, c'est incroyable parce que le matin, je me levais, j'allais prendre mon petit-déj. Et puis, je croisais Naomi Campbell dans les couloirs. Je croisais Eva Longoria. Incroyable. Nathalie Portman. C'est fou. Et tu te dis, mais attends, je rêve ou... et le tapis rouge, ça a été un moment assez
assez fort parce que j'avais vu ça dans mes rêves, quoi. Enfin, tu sais, je voyais ça à la télé petite, puis de se retrouver là, c'est impressionnant, je pense. Ouais, c'est impressionnant. Bon, une fois que tu l'as fait, une fois après, finalement, tu te rends compte que c'est pas si impressionnant que ça, mais la première fois, ça fait vraiment quelque chose de le faire. Je pense que ouais. Parce que moi, c'est un de mes objectifs aussi. Soit de le faire, soit de voir des personnes porter mes créations. Donc, oui, c'est magnifique. C'est incroyable. De vivre ça et puis de voir le film dans la salle avec les acteurs. Enfin, c'est vraiment un moment hyper émouvant. J'avais été pour la première de Indiana Jones avec Harrison Ford. On lui avait remis un prix d'honneur. C'était magnifique pour l'ensemble de sa carrière. C'était waouh. Une belle expérience. C'est impressionnant. Ouais. Donc merci Elena Joy et puis merci Christophe Guillermet aussi. Ah mais oui, du coup tu avais travaillé avec Christophe Guillermet parce que j'avais fait un stage avec lui, j'étais son assistante. Oui. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit mais waouh, genre la coïncidence. Ouais, c'est fou. Non, vraiment, c'est une belle expérience, j'avais une belle robe rouge. Puis après ce qui est incroyable, c'est que Cannes, c'est une visibilité c'est immense, c'est le monde entier en fait. Bah oui. Donc le lendemain, j'avais des parutions dans Vanity Fair, dans Elle Italie, dans Vogue, enfin ça va super vite après. Toutes les parutions que tu voyais petites, bah là t'étais dedans en fait. C'est une super vitrine, franchement. Ouais. Donc, incroyable. Un beau moment. Je suis très admirative. Et je voulais te poser une question aussi. C'est quoi, selon toi, les clés justement pour développer sa confiance en soi ? Alors, c'est un travail de longue haleine parce que je pense que c'est pas constant la confiance en soi. Ça se construit, ça se développe au fil des années. Et c'est-à-dire que tu peux l'acquérir et tu peux aussi la perdre selon ce qui t'arrive dans ta vie. Peu importe l'événement, mais ça peut arriver aussi de perdre confiance en soi. Mais je pense que ce que tu construis avec le temps, ça devient de plus en plus solide. C'est-à-dire que moi, au départ, j'ai commencé à avoir confiance en moi à travers mes accomplissements. Par exemple, mes premiers shootings de mannequins, mes premiers succès, finalement. Puis après, ça a plus été psychologiquement de prendre conscience de ma valeur et de ce que je pouvais apporter au monde. Et aussi le self-love, quoi. Tu vois, l'amour propre, de se dire, OK, je m'aime malgré tout, malgré mes défauts, malgré mes difficultés. Voilà. Et je pense que tout part de là, en fait. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et déjà aussi, je sais pas si t'as remarqué, mais rien que ta posture, elle est différente par rapport à quelques années. Oui, c'est vrai. On sentait que t'avais pas confiance en toi avant, parce que t'étais recroquevillée sur toi, t'étais comme ça. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, là, maintenant, bah, t'es comme ça, tu te montres, tu vois, t'as pas peur. C'est vrai. Et je vois vraiment la différence. Rien qu'avec ta posture. Mais ça a été un énorme travail, encore une fois. Effectivement, alors déjà, je me tenais voûtée quand j'étais plus jeune. Et puis, je parlais tout doucement. En fait, c'est comme si je ne voulais pas qu'on me remarque. Et pourtant, je suis très grande de taille, j'ai quand même des cheveux imposants quand même. Mais je voulais me faire toute petite à l'époque. Et la scène, ça m'a vraiment aidée à assumer en fait mon côté atypique et le fait que je sois grande de taille, mon afro. En fait, quand t'es sur scène, t'es comme si t'es mis à nu. T'as pas le choix, t'as plus le choix. Donc, t'y vas. Voilà. Mais c'est vrai, je pense qu'aussi, comme tu as dit, la confiance en soi, ça s'acquiert au fur et à mesure d'atteindre des petits objectifs que tu te fixes. Donc certains accomplissements, tu vois. Pas forcément des gros trucs, mais juste des choses que tu vas mettre en place quotidiennement. Totalement. Selon moi, c'est ça aussi. Donc, Et je sais pas si je peux dire que j'ai totalement confiance en moi. Je peux dire que j'ai confiance en moi. Mais bien sûr, on n'a jamais confiance en soi dans tous les aspects de sa vie. Enfin, je pense que c'est un travail... C'est un travail d'une vie, en fait. Ouais, vraiment. Mais le plus important, c'est d'oser prendre des risques et de s'accomplir à travers tout ce qu'on fait. Parce qu'en fait, c'est en s'accomplissant que tu gagnes confiance en toi au fur et à mesure. C'est vrai. C'est vrai. J'adore cette vision. Et je voulais te demander aussi, comment tu gères cette part un peu multipotentielle au quotidien que tu as ? Parce que oui, tu es dans le domaine de l'art, mais tu es dans des domaines complètement différents. Comment tu gères ça ? Et est-ce que toi, on a voulu te mettre dans une case, justement, au début aussi, de ta carrière ? Je pense que ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie, en fait. Effectivement, je rentrais pas dans les cases.
Et j'ai jamais voulu en fait en choisir une finalement parce que j'aime faire plusieurs activités et je considère qu'on n'a qu'une vie. Donc pourquoi se limiter à une activité On quand est on peut en faire d'accord. plein, quand on peut apprendre plein de choses. Et franchement, les gens qui s'ennuient dans leur vie, mais comment ça se fait que tu t'ennuies? Il y a trop de choses à faire. Il me faudrait 10 vies pour faire tout ce que Ouais. je veux faire. Mais c'est ça qui est passionnant finalement. C'est que tu te limites pas, tu vis ta vie à fond, tu fais ce que tu as envie de faire. Ouais. Voilà, moi j'aime ça. C'est ce que m'apporte l'art en général. Je crois que j'aime l'art parce que ça me permet de me sentir libre en Oui. fait. Ouais. Après, je dis Mm. pas que c'est facile. J'ai choisi une voie qui fait que oui, tu dois constamment te remettre en question, constamment prendre des risques. Mais c'est la vie, quoi, non? Franchement. Oui. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Ouais. Et ouais, j'ai vécu la même chose moi aussi, parce que moi je suis dans des domaines aussi complètement différents. Bah, je suis dans le domaine de l'art, donc de la mode, mais aussi dans le domaine du développement personnel, aussi dans l'investissement, enfin plein de trucs différents. Et les gens ils comprennent pas, mais moi je dis, mais en fait on n'a qu'une vie, j'ai envie de vivre à fond et d'essayer le maximum de choses. Donc pourquoi te limiter à un seul truc si t'es bon dans plein de choses et que tu peux faire plein de choses? Ouais, Enfin, c'est vrai. je suis d'accord avec toi, tu vois. Donc, C'est hyper inspirant parce que t'es jeune. Et franchement, c'est un exemple pour ta génération, pour notre génération. Enfin, voilà, de se dire, OK, tout est possible, je me limite pas. Et franchement, ouais, à un si jeune âge, bravo. merci, c'est gentil, ça fait plaisir, merci. Et j'ai une dernière question aussi, pour conclure cette interview, que j'ai adorée d'ailleurs. Ouais, c'était assez fluide, c'était trop Ouais, sympa. c'est vrai. C'est quelque chose qui revient souvent dans tes interviews. Tu dis que maintenant, en fait, t'oses prendre ta place. Ça veut dire quoi prendre sa place aujourd'hui? C'est une très bonne question, ça. Prendre sa place, c'est se sentir légitime dans tout ce que l'on fait. Être à sa juste place, être dans sa vérité profonde. Ouais, voilà. C'est Ouais. ce que ça m'a inspiré. Bah oui. Je pense que c'est vraiment ça, le sens profond d'être à sa place, tu vois. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est déjà un état d'être, un état psychologique. Comment toi, tu te sens psychologiquement, avec qui tu es et avec ce que tu fais et quelle place tu te donnes toi-même déjà, hein. Ouais. 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 Dans la société, dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Ouais. Déjà, en tant que femme, c'est aussi difficile de prendre sa place de base. Ouais. Mais prendre sa place tout court, c'est Oui, c'est un travail assez... je pense que c'est un travail de plusieurs années. Mhm. Petite, je pensais que je ne trouverais jamais ma place nulle part. Et finalement, quand tu trouves quelque chose qui est fait pour toi et que tu t'affranchis des codes et des cases dans lesquelles on veut te mettre, finalement, tu finis par trouver ta place, Mhm. tôt ou tard. Et tout le monde a sa place. Ouais. Comme dit ma mère, souvent, elle me dit, il y a de la place pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est beau. Mm. Et pour finir, c'est quoi, toi, ta vision pour du coup les prochains mois, prochaines années par rapport à ta carrière dans le chant? Tu te vois faire quoi un peu? Je sais que c'est une question qui peut être super intime, mais j'aime bien la poser. C'est une bonne question. Je suis très ambitieuse, donc j'aime bien à chaque fois aller le plus loin possible. Et là, j'ai envie d'aller encore plus loin, de gravir les échelons. Moi, je rêve d'une carrière internationale. J'ai pas honte de le dire, j'ai pas peur d'être ambitieuse. J'aimerais enregistrer un projet aux États-Unis. C'est mon Oui. prochain projet. Et j'aimerais exporter ma musique à l'étranger. Ouais. Ouais, ça c'est le prochain projet. Et puis aussi, évidemment, passer à un autre niveau scéniquement, vocalement, musicalement, évoluer Ouais. et encore évoluer, quoi. Waouh, c'est des beaux projets à venir, hein. Mm. Et félicitations d'ailleurs pour la sortie de ton nouveau single. Merci beaucoup. J'ai adoré. Merci. Et pour ceux qui te suivent pas encore, on peut te trouver où d'ailleurs, t'écouter où? Alors, on peut m'écouter partout, parce que je suis disponible sur toutes les plateformes, donc Spotify, Apple Music, Deezer, etc., YouTube. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mon Instagram, donc Jade Chantel Music.
Et sur TikTok également, le même nom. Et Facebook, voilà. Ouais, Ok. tous les réseaux sociaux. D'accord. Je partagerai tout ça dans tous les cas. Merci. Bah écoute, franchement, Jade, j'ai été vraiment très heureuse de t'avoir. C'était incroyable cette interview et moi-même qui te connaissais bien de base, bah là j'ai appris encore plus de choses. Donc je suis trop contente et j'espère que tu as aimé aussi être avec moi aujourd'hui. Bah, merci, ça me touche beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Et puis, bah, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. C'est toujours très, très enrichissant. Donc, merci, tu es une personne inspirante. Merci. Et ouais, je te félicite pour ton parcours également. Merci, ça fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous retrouve très vite dans le prochain épisode et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.